Le cycle de l'eau et son importance pour la vie. La gestion des ressources hydriques représente un défi majeur à l'échelle mondiale, suscitant des réflexions approfondies sur les conséquences des grands travaux d'ingénierie hydraulique, la consommation et bien plus. Le cycle de l'eau, également connu sous le nom de cycle hydrologique, est un processus naturel vital qui régule la distribution de l'eau sur notre planète. Ce cycle complexe comprend plusieurs étapes interconnectées. Tout commence par l'évaporation de l'eau des surfaces océaniques, des rivières, des lacs et même du sol. Cette vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère, formant des nuages par condensation. Ensuite, vient la phase de précipitation, où l'eau retombe du ciel sous forme de pluie, neige, grêle ou bruine. Une fois au sol, cette eau peut suivre différents chemins. Une partie s'infiltre dans le sol, devenant la recharge des nappes phréatiques, tandis que d'autres ruissellent vers les rivières, les lacs et les océans, formant ainsi le ruissellement de surface. Allons plus loin, le cycle de l'eau joue un rôle essentiel dans le processus naturel de dépollution de l'eau. Lorsque l'eau est contaminée par des substances indésirables, qu'elles proviennent de rejets industriels, d'activités humaines ou d'autres sources, le cycle de l'eau entre en action pour éliminer ces polluants. L'évaporation est la première étape du cycle, au cours de laquelle l'eau contaminée se transforme en vapeur. Ce processus permet de laisser derrière les impuretés. Ensuite, cette vapeur d'eau monte dans l'atmosphère pour former des nuages. La condensation et la précipitation qui suivent amènent l'eau à retomber sur la terre sous forme de pluie ou de neige, nettoyée des contaminants. Une fois sur le sol, l'eau peut s'infiltrer dans le sol, subir des processus naturels de filtration, et rejoindre les nappes phréatiques. Ainsi, le cycle de l'eau agit comme un mécanisme de purification naturelle, éliminant progressivement les polluants et permettant à l'eau de retrouver sa clarté et sa pureté originelle. Ce processus souligne l'importance de préserver l'intégrité de l'eau et ainsi de ne pas mettre en échec les cycles hydrologiques pour maintenir la qualité de nos ressources en eau. Le cycle de l'eau comprend également la transpiration des plantes, un processus appelé évapotranspiration. Les plantes absorbent l'eau du sol par leurs racines, la transportent à travers leurs tiges et la libèrent dans l'atmosphère par leurs feuilles. Cette libération d'eau contribue à la formation de nuages et au maintien de l'équilibre hydrique. De la mer d'Aral à la France, en passant par les conflits liés à l'eau, examinons les divers aspects de cette question cruciale. La mer d'Aral, autrefois un joyau naturel, illustre les conséquences dévastatrices de la gestion humaine des eaux. Le détournement des rivières Sir Daria et Amu Daria dans les années 1960 pour l'irrigation a entraîné un rétrécissement spectaculaire de la mer, déclenchant une catastrophe environnementale. Les efforts récents pour sauver la mer d'Aral mettent en lumière l'importance de la préservation des ressources hydriques et des écosystèmes face aux choix de développement. Cette catastrophe environnementale a laissé derrière elle un désert de navires fantômes et de communautés de pêche abandonnées. Son histoire remonte aux époques du Pliocène et du Pléistocène, lorsqu'elle faisait partie d'une mer plus vaste. Il y a environ 10 000 ans, elle est devenue un corps d'eau distinct, alimenté par les rivières Sir Daria et Amu Daria. La mer soutenait une industrie florissante de la pêche et abritait un écosystème diversifié. Cependant, dans les années 1960, le gouvernement soviétique a commencé à détourner le Sir Daria et l'Amu Daria pour irriguer la région désertique environnante, entraînant un déclin rapide du niveau d'eau de la mer. À la fin du siècle, la mer d'Aral s'était scindée en deux lacs plus petits, et le volume d'eau avait diminué des 3/4. La partie orientale de la mer a subi le déclin le plus drastique, diminuant de 4/5 entre 2006 et 200. Les récents efforts pour sauver la mer d'Aral se sont concentrés sur la préservation de sa partie nord grâce à la construction du barrage Koch-Aral et à des projets le long du Sir Daria. Bien que ces efforts aient montré un certain succès, la santé globale de la mer demeure en péril. La région autrefois prospère est maintenant lourdement polluée, engendrant des préoccupations sérieuses pour la santé publique. Cette histoire poignante de la mer d'Aral met en lumière les conséquences dévastatrices de la gestion humaine des ressources hydriques à travers le monde. Elle souligne la nécessité urgente de politiques durables pour préserver nos précieuses sources d'eau et éviter les conséquences désastreuses qui découlent de choix irréfléchis. En France, la situation présente des défis distincts. La pression sur les ressources en eau, exacerbée par l'agriculture intensive, l'urbanisation et les changements climatiques, met en évidence la nécessité de politiques durables. Cependant, des préoccupations émergent également quant à la mainmise sur l'eau par de grandes compagnies, soulignant les dilemmes entre intérêts économiques et préservation équitable. Les conflits géopolitiques liés à l'eau se manifestent dans la rivalité pour l'accès à l'eau potable, aux ressources halieutiques et aux voies de passage maritimes.
Ces tensions peuvent dégénérer en conflits armés, soulignant l'importance cruciale de la coopération internationale et de la diplomatie pour prévenir de tels scénarios. Les grands travaux, tels que les canaux, les barrages hydroélectriques et les lacs de rétention d'eau, sont des réponses à ces défis. Si ces projets visent à répondre aux besoins en eau, en énergie et à la gestion des ressources, ils ne sont pas exempts de conséquences. Les impacts environnementaux, le déplacement de population et les questions de durabilité soulignent la nécessité d'une approche équilibrée et réfléchie. En France, bien que le contexte ne soit pas identique à celui de la mer d'Aral, des défis liés à la gestion des ressources hydriques se font également ressentir. Les rivières françaises subissent des pressions croissantes, notamment en raison de l'agriculture intensive, de l'urbanisation et des changements climatiques. Ces facteurs contribuent à la dégradation de la qualité de l'eau et à une diminution du débit dans certaines régions. Par exemple, des zones comme la région méditerranéenne font face à des tensions hydriques accrues, avec des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Les autorités françaises mettent en place des mesures visant à promouvoir une utilisation plus durable de l'eau, telles que des politiques de préservation des bassins versants et des incitations à l'adoption de pratiques agricoles respectueuses de l'eau. Cette situation souligne l'importance universelle de la gestion responsable de l'eau. Alors que la France poursuit ses efforts pour équilibrer les besoins humains, agricoles et environnementaux en matière d'eau, il devient crucial d'apprendre des expériences passées, comme celle de la mer d'Aral, pour orienter les décisions actuelles vers une utilisation plus durable et équilibrée des ressources hydriques. Néanmoins, la gestion des ressources hydriques en France n'est pas exempte de controverses, notamment en ce qui concerne la mainmise sur l'eau par de grandes compagnies. Des critiques ont émergé concernant la privatisation croissante de certaines sources d'eau, mettant en lumière les préoccupations liées à l'accès équitable à cette ressource vitale. Des entreprises privées exercent parfois une influence considérable sur la distribution de l'eau, soulevant des inquiétudes quant à la priorisation des intérêts commerciaux au détriment de la préservation à long terme des ressources et de l'accès équitable pour tous. Cette situation souligne la nécessité d'une gouvernance transparente et éthique en matière de gestion de l'eau, garantissant que les décisions prises ne favorisent pas exclusivement les intérêts des grandes compagnies, mais s'alignent également sur la préservation durable des ressources hydriques pour les générations futures. Il est crucial de trouver un équilibre entre les impératifs économiques et les responsabilités environnementales pour assurer une gestion équitable et durable des eaux en France. Les conflits liés à l'accès à l'eau potable, aux ressources halieutiques et aux voies de passage maritimes sont des enjeux géopolitiques complexes qui peuvent susciter des tensions et même conduire à des conflits armés. L'eau, en tant que ressource essentielle, peut être au cœur de désaccords entre nations, en particulier dans les régions où les ressources en eau sont rares. Les rivalités pour le contrôle des sources d'eau potable peuvent émerger dans des régions confrontées à la sécheresse ou à une croissance démographique rapide, accentuant la demande en eau. Les conflits liés aux ressources halieutiques se manifestent souvent lorsque la surpêche menace la durabilité des écosystèmes marins, conduisant à des tensions entre les nations dépendantes de la pêche. Par ailleurs, les voies de passage maritimes stratégiques, comme les détroits et les canaux, peuvent devenir des points de discorde. Les nations cherchent à sécuriser ces routes pour assurer le flux ininterrompu du trafic maritime, crucial pour le commerce international. Des litiges territoriaux ou des revendications souveraines peuvent alors émerger, intensifiant les tensions entre les nations riveraines. Il est impératif de trouver des solutions diplomatiques et coopératives pour gérer ces défis complexes et éviter les conflits. Les accords internationaux, la coopération régionale et la promotion de pratiques durables sont des éléments essentiels pour prévenir les guerres liées à l'eau, à la pêche et aux voies de navigation. Les grands travaux d'ingénierie hydraulique, tels que la construction de canaux, de barrages hydroélectriques et de lacs de rétention d'eau, sont souvent entrepris pour répondre à divers besoins en matière d'eau, d'énergie et de gestion des ressources naturelles. Cependant, ces projets d'envergure ont des causes et des conséquences qui méritent une analyse approfondie. Les canaux et les lacs de rétention sont souvent créés pour optimiser la gestion des ressources en eau, permettant le stockage et la distribution contrôlée de l'eau pour l'irrigation agricole, l'approvisionnement en eau potable et d'autres usages. Les barrages hydroélectriques sont érigés pour exploiter la force de l'eau afin de produire de l'électricité. Cela contribue à diversifier le bouquet énergétique et à répondre à la demande croissante en énergie. Les lacs de rétention et les barrages peuvent être conçus pour réguler les cours d'eau et minimiser les risques d'inondation, protégeant ainsi les zones habitées. La construction de ces infrastructures peut altérer les écosystèmes locaux, entraînant la perte d'habitats naturels, la perturbation des migrations animales et des changements dans la qualité de l'eau. Les grands travaux peuvent nécessiter le déplacement de communautés locales,
entraînant des répercussions sociales et économiques significatives. Les barrages peuvent provoquer la sédimentation des rivières en amont, modifiant la dynamique des cours d'eau et affectant les écosystèmes aquatiques. Certains grands travaux peuvent influencer le climat local en modifiant la répartition des précipitations et des températures, avec des conséquences potentielles sur l'environnement et les activités humaines. La durabilité des grands travaux est souvent remise en question en raison de l'accumulation de sédiments, de la dégradation des infrastructures et des effets du changement climatique, soulignant la nécessité d'une planification minutieuse et d'une gestion adaptative. En conclusion, l'eau, c'est la vie, et cette affirmation résonne profondément tant dans le corps humain que dans le vaste écosystème de la nature. Dans le corps humain, l'eau est une composante essentielle, constituant environ 60% de notre poids corporel. Elle joue un rôle crucial dans des fonctions vitales telles que la digestion, l'absorption des nutriments, la régulation de la température corporelle et l'élimination des déchets. Chaque cellule, chaque organe, dépend de l'eau pour fonctionner de manière optimale. Par analogie, dans la nature, l'eau est le fil conducteur de la vie. Elle nourrit les écosystèmes, permet la croissance des plantes, soutient la diversité des espèces et façonne les paysages au fil du temps. Les rivières, les lacs et les océans sont des symboles de la vitalité de notre planète. Ainsi, le rôle de l'eau va bien au-delà de sa simple fonction physique. Elle incarne la connectivité et l'interdépendance fondamentale qui caractérisent la vie sur Terre. La préservation de cette ressource précieuse est non seulement une nécessité pour notre bien-être individuel, mais aussi une responsabilité collective envers la santé et l'équilibre de notre planète. La production de certains biens de consommation nécessite une quantité considérable d'eau, et exprimer cela en termes de litres d'eau peut être instructif. Voici quelques chiffres et exemples significatifs. Une tasse de café. La production d'une tasse de café nécessite environ 140 litres d'eau, en tenant compte de la culture du café, de la transformation et de la préparation. Un hamburger. La fabrication d'un hamburger, de la croissance du bétail à la transformation de la viande, peut nécessiter jusqu'à 2400 litres d'eau. Un t-shirt en coton. La production d'un simple t-shirt en coton peut utiliser environ 2700 litres d'eau, prenant en compte l'irrigation du coton et les processus de fabrication. Un litre de Coca-Cola. La production d'un litre de Coca-Cola nécessite environ 190 litres d'eau, couvrant la croissance des ingrédients, la fabrication et l'emballage. Une planche de 1 kg de papier. La production d'une planche de papier d'1 kg peut consommer jusqu'à 6000 litres d'eau, en prenant en compte la culture des arbres, la fabrication et le traitement du papier. Une paire de jeans. La fabrication d'une paire de jeans peut nécessiter jusqu'à 7600 litres d'eau, impliquant la culture du coton, le traitement du tissu et la teinture. Ces exemples illustrent l'empreinte hydrique souvent méconnue associée à la production de biens courants. Ils soulignent l'importance de prendre conscience de notre utilisation indirecte de l'eau à travers nos choix de consommation, et comment des actions durables peuvent contribuer à la préservation de cette ressource vitale. Heureusement que, toute l'eau consommée n'est pas souillée, une partie d'entre elles reprend le cycle de l'eau dont nous avons parlé plus haut. L'empreinte hydrique d'une vie humaine englobe la quantité totale d'eau nécessaire pour soutenir le mode de vie, y compris la production alimentaire, la consommation d'énergie, la fabrication de biens et d'autres activités quotidiennes. Calculer précisément cette empreinte est complexe en raison de la variété des modes de vie, des pratiques alimentaires et des sources d'énergie. Cependant, on peut estimer que l'empreinte hydrique moyenne d'une personne varie considérablement selon le lieu de résidence, les habitudes alimentaires et le niveau de consommation. Globalement, elle est souvent évaluée à plusieurs milliers de litres d'eau par jour. La production d'aliments, en particulier de produits d'origine animale, contribue significativement à l'empreinte hydrique. Les régimes riches en viande et en produits laitiers tendent à avoir une empreinte plus élevée. La production d'énergie, en particulier celle provenant de sources hydriques, hydropower, ou nécessitant d'importantes quantités d'eau pour l'extraction de combustibles fossiles, influe sur l'empreinte hydrique. La fabrication de biens, tels que les vêtements, les appareils électroniques, et d'autres produits, peut nécessiter des quantités significatives d'eau. Les activités quotidiennes, comme le lavage, l'arrosage des plantes, et d'autres tâches ménagères, contribuent également à l'empreinte hydrique. Cependant, tant que l'eau n'est pas souillée, elle reste potable et reprend le cycle de l'eau. Réduire l'empreinte hydrique individuelle implique des choix de consommation durable, une utilisation efficace de l'eau, et la promotion de pratiques agricoles et industrielles plus respectueuses de l'eau.
Le défi est de ne pas la contaminer pour qu'elle reste potable à travers le cycle de l'eau. Conscientiser les individus à l'impact de leurs décisions quotidiennes sur la disponibilité de l'eau est crucial pour promouvoir une gestion responsable de cette ressource essentielle. Un peu de chimie. H2O est la formule chimique de l'eau. Elle représente une molécule d'eau, composée de deux atomes d'hydrogène, H, et d'un atome d'oxygène, O. La structure moléculaire de l'eau est souvent représentée sous la forme d'un V, où les atomes d'hydrogène sont liés à l'atome d'oxygène. Chaque atome d'hydrogène partage un électron avec l'atome d'oxygène, créant ainsi des liaisons covalentes. Ces liaisons sont essentielles pour maintenir la stabilité de la molécule d'eau. En raison de cette structure, la molécule d'eau est polaire, avec une charge partielle positive du côté des atomes d'hydrogène et une charge partielle négative du côté de l'atome d'oxygène. Cette polarité confère à l'eau des propriétés uniques, telles que sa capacité à dissoudre de nombreuses substances, sa forte capacité calorifique, et son rôle essentiel dans les réactions chimiques et biologiques. L'eau est une molécule fondamentale pour la vie telle que nous la connaissons, jouant un rôle central dans les processus biologiques, les cycles naturels et le maintien des écosystèmes. Les dérivés de l'eau, tels que l'hydrogène, sont des composés chimiques qui partagent des éléments ou des caractéristiques communes avec l'eau. L'hydrogène est le premier élément de la table périodique et est souvent associé à l'eau en raison de sa participation à la formation de la molécule d'eau, H puissance 2O. Hydrogène, H2, il s'agit de la forme moléculaire de l'hydrogène, composée de deux atomes d'hydrogène. L'hydrogène est largement utilisé comme source d'énergie, notamment dans les piles à combustible, et son potentiel en tant que vecteur énergétique propre est exploré intensivement. Hydroxyde. L'hydroxyde est un ion qui peut se combiner avec les ions hydrogène pour former de l'eau. Il est également un constituant fondamental des bases. Lorsque l'hydroxyde réagit avec un ion hydrogène, cela donne de l'eau. Hydronium. Il s'agit d'un ion hydronium formé lorsque l'eau accepte un proton, ion hydrogène. Il est souvent présent dans les solutions aqueuses acides. Ces dérivés sont liés à l'eau et à ses propriétés chimiques. L'étude de ces composés permet de comprendre plus profondément les réactions chimiques, l'acidité ou la basicité des solutions, et les différentes applications industrielles associées à ces dérivés de l'eau. Chers auditeurs, vous l'avez compris, l'eau est une ressource vitale pour la vie sur Terre. Elle est essentielle à la survie de tous les êtres vivants, de la plante la plus simple à l'être humain le plus complexe. L'eau est également essentielle à l'agriculture, à l'industrie et à l'énergie. Cependant, l'accès à l'eau potable est un défi croissant pour de nombreuses personnes dans le monde. La population mondiale augmente, et la demande en eau augmente également. De plus, le changement climatique dont les causes sont controversées, perturbe les cycles hydrologiques, entraînant des sécheresses, des inondations et d'autres événements météorologiques extrêmes. La gestion des ressources hydriques est donc un enjeu majeur pour l'avenir de l'humanité. Il est essentiel de trouver des moyens de gérer l'eau de manière durable, afin de garantir l'accès à cette ressource vitale pour tous.